Moi, je vais vous présenter un papier d'imagerie de médecine nucléaire qui s'est intéressé au fluorbétaben dans le diagnostic différentiel entre amylose cardiaque AL et amylose cardiaque à transthyrétine. C'était fait par une équipe italienne de Pisa et l'objectif, le contexte, c'est de développer une technique non invasive du coup pour le diagnostic de l'amylose cardiaque AL, un peu dans l'état d'esprit de ce qui a été fait avec le consensus d'experts et le positionnement de la scintigraphie osseuse dans le diagnostic d'amylose cardiaque à transthyrétine. L'idée étant là de faire un peu la même chose pour l'amylose AL, puisqu'on sait que la scintigraphie osseuse n'est pas performante dans le domaine de l'amylose cardiaque AL. Et l'idée est donc du coup d'utiliser du fluorbétaben, qui est un traceur utilisé largement en neurologie pour l'exploration des démences, puisque c'est un traceur qui va marquer la plaque amyloïde bêta dans les démences, notamment type Alzheimer. Et donc il y a eu, je ne résiste pas pour vous montrer ces images qui sont assez sympas, je trouve, qui vous montrent les papiers Princeps qui ont décrit le fait que le fluorbétaben pouvait fixer dans l'amylose cardiaque AL avec, vous voyez, des images assez sympas, un cœur qui fixe bien. Et donc, du coup, l'objectif ici de ce travail était de tester la valeur diagnostique de la rétention cardiaque de ce traceur, donc en TEP, on est sur la tomographie par émission de positons, en comparant des patients avec amylose cardiaque AL et des patients avec amylose cardiaque à transthyrétine. Une méthode donc des effectifs relativement faibles, on en parlera, 20 patients amylose AL, 20 patients TTR, à chaque fois prouvés par biopsie, atteinte cardiaque sur les données IRM, etc., mais amylose prouvée par biopsie, puis 7 contrôles, CMH, cardiopathie post-hypertensive et 3 CND qui sont peut-être pas les meilleurs contrôles. Et je vous épargne la partie technique qui n'est pas la plus intéressante, mais des acquisitions dynamiques. Et vous verrez, je reviendrai dessus, acquisition statique à 5 minutes, 30 minutes, 50 et 110 minutes, avec une dosimétrie tout à fait correcte. Alors juste, je me suis permis de mettre quelques paramètres de profil de la population et que vous voyez plus d'hommes dans les TTR, ce profil qu'on connaît, des patients peut-être plus âgés dans les TTR, juste un BNP peut-être plus ascensionné, des patients plus symptomatiques dans les AL. Et je vais m'arrêter juste là-dessus. Vous voyez une masse myocardique, une épaisseur septale et une épaisseur de la paroi postérieure qui va être plus importante dans les amyloses à transthyrétine. Et donc, tous les résultats, il y avait une rétention du traceur dans toutes les images statiques des amyloses AL. Dans les transthyrétines, il y avait une rétention pour 28% des patients, avec essentiellement sur les phases précoces et les phases intermédiaires, et jamais sur les phases tardives et retardées. Et dans le groupe contrôle, on avait une rétention du ratio-traceur dans 20% des cas et uniquement sur les phases précoces. Alors, vous allez voir, c'est un aspect un peu technique, mais vous allez mieux comprendre ici, en fait, en médecine nucléaire, quand on injecte le radiotraceur, eh bien, la phase précoce, elle correspond à un temps vasculaire. Et du coup, l'image qu'on voit correspond plus à une activité vasculaire et du coup, il faut attendre un peu plus tardivement pour être capable d'avoir une spécificité de fixation du radiotraceur sur le tissu. Et vous voyez ici que sur les phases intermédiaires et tardives, eh bien, seuls les amyloses AL ici en bleu vont fixer le radiotraceur alors que les autres ne vont pas garder le radiotraceur. Et vous avez ici le type d'image que vous pouvez obtenir avec, vous voyez, des amyloses AL à phase précoce, intermédiaire et tardive, alors que sur les phases intermédiaires et tardives, les autres cardiomyopathies et les autres amyloses autres que AL ne fixent plus. Alors ça, c'est des choses qu'on peut quantifier. Je vous ai mis ce tableau qui n'est pas hyper intéressant, mais qui vous montre qu'il y a deux façons de quantifier cette fixation. Soit le SU2, qui est un outil quantitatif, soit le ratio cœur sur background, qui est un ratio signal sur bruit. Et vous voyez que finalement, c'est à la phase intermédiaire et tardive que les amyloses AL ici vont faire la différence avec les amyloses à transthyrétine et les cardiopathies non amyloïdes, avec de très bons index de corrélation intraclasse. Donc la discussion, c'était de dire que finalement le fluorbétaben permettait de faire la différence entre amylose cardiaque AL et amylose cardiaque à transthyrétine sur des phases intermédiaires, donc à partir de 30 minutes. C'est important parce que quand on est dans un service de médecine nucléaire, ça limite le temps machine, ça limite de garder les patients trop longtemps dans le service. Et que finalement, vous l'avez vu, il y aurait une spécificité de ce traceur pour l'amylose AL, étant donné qu'on avait des masses moins importantes, et pourtant, ça fixait mieux sur les AL que sur les transthyrétines. C'est pour ça que je m'étais arrêté sur les épaisseurs septales. Et du coup, dans ce papier, il disait que ce traceur, le fluorbétaben, pouvait être considéré comme probablement le premier outil permettant de faire un diagnostic non invasif sans recourir aux biopsies de l'amylose AL. Ce étant dit, il faudra le prouver par d'autres études. Alors, est-ce que c'est le seul traceur? Je vous ai mis ici un autre papier qui utilise du fluorbétapir, dont vous entendrez probablement parler. Un autre traceur neurologique
et probablement une performance moins intéressante puisque vous voyez, les transthyrétines ont une fixation intermédiaire, donc on serait peut-être un peu moins performant que le fluormétabène que je viens de vous proposer. Les limites de ce papier, c'était probablement le faible effectif, seulement 20 patients à L, 20 patients de transthyrétine, et surtout pas de transthyrétine mutée. Et les travaux récents sur les transthyrétines mutées nous montrent qu'on peut avoir beaucoup de surprises, notamment sur la fixation de la scintigraphie avec les traceurs osseux. Donc, il faudra le confirmer ces résultats qu'ils ne soient pas confondants dans la transthyrétine mutée. Donc, probablement une étude prometteur pour faire enfin un diagnostic d'amylose cardiaque à L sans avoir à recourir aux biopsies. Mais ça encore, faudra-t-il le prouver sur du multicentrique. Donc, je suis disponible pour répondre à vos questions. Oui, juste une petite question. C'est Gilbert Habib, vous m'entendez? Ouais, juste une question, Olivier. Bonjour à tous. Quand on avait essayé de se servir de ce traceur dans le médecin nucléaire, il était un peu reparti en arrière à cause du prix, du coût. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu as une idée de ça? Alors, c'est une bonne question. Je ne connais pas les coûts. Je vais être tout à fait honnête. Je ne connais pas le coût. Mais ouais, je ne connais pas le coût. Sur les trackers TEP, on est sur des moyennes de 1000 euros la dose, en fait. Alors, comment? La problématique, c'est la disponibilité, en fait. Et la synthèse du traceur qui fait que actuellement, il y a l'étude qui a pris en cours, là, qui est menée par Nancy, et il y a une problématique de disponibilité du traceur. Oui, Frédéric. Oui, non, c'était donc Olivier, tu as une question sur le chat sur si tu avais une idée du mécanisme de fixation et la raison pour laquelle ça fixerait moins dans les amyloses ATTR. Une question du docteur Inamo. Non, on ne connaît pas le mécanisme. Ça, c'est pas décrit. Ça a été testé de façon un petit peu, pour essayer, parce que ça marchait dans la démence, donc on savait que c'est un mécanisme similaire de fibre bêta-amyloïde. Mais on ne connaît pas le mécanisme, tout comme on ne connaît pas le mécanisme de la fixation du traceur osseux dans la TTR. En tout cas, ça paraît très séduisant. Quand on est dans les fixations, toi qui fais beaucoup. Vas-y, Gilbert. Non, je disais que ça paraît très séduisant. Quand on est dans les fixations, toi qui fais aussi beaucoup d'IRM, est-ce que tu penses que c'est à peu près le mécanisme est-ce que tu sais s'il y a ou s'il va y avoir des études comparatives sur ces deux examens pour que les centres qui n'aient pas accès au TEP puissent savoir si c'est à peu près l'équivalent sur l'IRM ou si c'est… Alors, on n'est pas tout à fait dans la même philosophie parce que l'IRM montre potentiellement la charge amyloïde, mais là, l'intérêt de ces techniques de médecine nucléaire, c'est véritablement d'essayer de proposer une spécificité de la protéine amyloïde. Donc, c'est pas tout à fait la même philosophie. À mon avis, c'est deux techniques différentes. L'IRM va te confirmer un diagnostic d'amylose cardiaque. Il y a des papiers qui essaient de sortir, mais en gros, ça ne marche pas pour différentes OLAN de la TTR. La médecine nucléaire cherche à être très spécifique. On n'est pas sur la résolution, on est sur la spécificité et spécifique de la protéine. Et là, l'intérêt serait d'arriver à avoir un traceur qui soit véritablement spécifique de la L. Vous l'avez vu, c'est 20 patients, il n'y a pas de paternité, etc. Donc, c'est peut-être pas encore mûr, mais c'est prometteur. Et ça permet de faire une localisation complète corporelle des dépôts. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de voir où sont les dépôts, quels organes est infiltré ou pas. Les images sont impressionnantes. Après, ce qui sera intéressant, c'est de voir, pour revenir sur ces données que tu proposes en IRM, de voir si on est capable de quantifier la charge amyloïde. C'est pas le cas pour l'instant. C'est-à-dire que il n'est pas du tout dit que le signal soit évolue de façon linéaire à la charge amyloïde, alors qu'on sait qu'en IRM, on peut quantifier la charge amyloïde. Donc l'IRM, elle va être intéressante pour ça, pour potentiellement avoir un follow-up, un suivi des patients pour une réponse thérapeutique notamment, alors que pour l'instant, les techniques de médecine nucléaire, elles sont intéressantes en 1-0. C'est-à-dire ça fixe pas, on fait un diagnostic, mais pour le follow-up, c'est pas encore le cas parce qu'on n'est pas sûr que ce soit proportionnel à la charge. Mais il existe maintenant, Olivier, des PET IRM en fait qui combinent les deux. Il existe des PET IRM qui sont pas installés partout, mais il y en a dans la plupart des grandes villes, effectivement, tu as raison, qui sont encore des usines à gaz. C'est peut-être l'avenir. Hein. Ouais. Oui, c'est probablement l'avenir. Sachant que, tu sais, moi j'en avais fait un peu du PET IRM, t'es sur des cinétiques très différentes. Ton PET, l'acquisition en elle-même, elle va prendre 10 minutes. Ton IRM, elle va durer 1 heure, ce qui fait qu'en fait, tu es sur deux techniques. Et puis, il y a encore beaucoup d'artefacts. C'est-à-dire qu'en IRM, tu ne corriges pas l'atténuation. Enfin,
c'est pas encore au point. En tout cas, Olivier, comme tu disais, c'est très séduisant parce que c'est la grande question quand même des hématologues en particulier pour l'intensification thérapeutique. C'est vrai que la scintille osseuse, quand il s'agit de décider le tafamidis, on se dit bon, on peut toujours le mettre avec des arguments forts. Là, la sanction thérapeutique n'est pas la même. Donc, il va falloir le valider. Tu évoquais des essais multicentriques de confirmation. Ça, c'est prévu ou... Oui, alors il y a une étude en cours, qui est l'étude Capri, qui est menée par la médecine nucléaire de Nancy, avec plusieurs centres français, avec un profil sur différentes amyloses, AL, TTR, et puis un profil d'hypertrophie type sténose aortique, sur laquelle on aura bien sûr écarter l'amylose à transthyrétine, donc qui serviront de contrôle. Et oui, ça, je pense que cette étude sera intéressante parce qu'elle sera multicentrique et sur un volume beaucoup plus important de patients. Et on a la chance de pouvoir participer à cette étude et les images sont vraiment très impressionnantes. On a quelques patients avec des infiltrations d'amylose TTR digestives, etc. C'est vraiment... Après, j'espère que ça va marcher. Après, pour réfléchir au positionnement de cette technique, si tu as un patient qui a une amylose AL qui est prouvée, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas du TEP. Pour revenir sur ta question, Frédéric, on peut imaginer faire une IRM qui va dire il y a une atteinte cardiaque. Okay. La problématique, on va surtout la voir dans l'autre sens, en fait. On a un patient qui arrive chez qui on fait un diagnostic d'amylose cardiaque et on a une gammapathie monoclonale, ce qui est quand même assez fréquent. Et là, on est embêté, c'est des patients fragiles. On n'a pas forcément envie d'aller à la biopsie extracardiaque, on sait, et de faible rentabilité. Et on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'à la biopsie myocardique. Et à mon avis, le positionnement, il sera vraiment là. Donc, ce ne sera pas des patients qu'on fera tous les jours, mais ça sortira de situations un peu compliquées. Pour rebondir sur la question de Thibaut, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir une place dans les formes familiales, parce qu'on a des formes familiales avec des expressions très variables d'un patient à l'autre. Est-ce que tu penses que la technique pourrait permettre chez des patients paucisymptomatiques de proposer des traitements précoces, justement, par exemple, quand il y a des atteintes avec des symptômes discordants? Mais les formes familiales des TTR, du coup, pas des... Oui. Et alors, les formes familières des TTR, elles n'ont jamais été testées et on peut imaginer que si on extrapole les résultats de la transthyrétine sauvage à la mutée, ce qui est une extrapolation, je suis d'accord, que ça fixera pas. Donc, je suis pas sûr que ce soit d'un grand intérêt dans la TTR mutée, parce que véritablement, l'intérêt, il est dans l'AL, quoi, là. Avec un traitement aussi qui a l'air très spécifique de l'AL, quand même. Avec, tu vois, ça ne fixe plus du tout dans la transthyrétine, au contraire du fluorbétapir. Non, je crois qu'effectivement, une des bonnes indications, ça semble vraiment être ça, c'est-à-dire on a pas mal de patients qui ont une scintigraphie au technétium qui fixe de façon plus ou moins importante et pour lequel on a un rapport kappa lambda qui est un petit peu haut, qui est à 1,8, 1,9, qui ont les hématos nous disent non, il n'y a rien. Et puis on a ces patients, peut-être que dans cette situation-là, ces patients on tourne autour, hein, j'en ai eu un cette semaine, on se dit bon, on va quand même continuer, on va le mettre tout à familis, mais on va quand même continuer à surveiller le kappa lambda et avoir l'avis des hématos. Peut-être chez ces patients-là, ça nous donnera un argument supplémentaire. Parce que des fois aussi, la biopsie, ils ont des petits doutes, hein, parfois. Ouais, c'est vrai. Puis, il y a la problématique de la spécificité de l'immunomarquage, etc. Et on ne peut pas tous recourir à la protéomique. Ok, bon, mais je pense qu'on est. D'autres questions dans le chat? Je n'ai pas revu. S'il y avait d'autres questions, à mon avis, non. Non, je sais pas d'autres questions dans le chat. On n'a pas revu non plus. Bon, bah, Thibaut, on peut se conclure. Écoutez, ouais. Bah voilà, donc merci à tous d'avoir assisté à cette deuxième biblio. J'espère que ça vous a plu. On vous retrouve le jeudi 18 février, donc avec Erwan Donald qui va discuter du RAC et de l'amylose. Il a un magnifique papier sous le coude là à vous montrer. Et puis il y aura Damien Chugaro de Grenoble qui va vous présenter également un papier. On reste encore sur la surprise du papier qui va être commenté. Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous faire remonter si vous avez d'autres idées et on sera content de mettre ou si vous avez des papiers. On a tout un comité scientifique et merci à nos modérateurs qui sont là et qui vont se relayer avec nous pour faire avancer la thématique amylose et nous permettre d'améliorer nos connaissances et de pouvoir partager parce que je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on est tous en train d'acquérir une expérience et on a besoin de partager. Voilà, très bonne journée à tous, bon courage pour la suite et bon courage pour le confinement qui s'annonce. À bientôt. Bon courage, bravo.